Nous sommes dans la phase de zoom sur vraiment vos activités au sein des collectivités, des départements en particulier, autour des questions de politique culturelle, avec cette situation très critique qui vient de la contrainte budgétaire, de l'état des finances publiques territoriales pesant sur vos activités. Mais en même temps aussi sur l'objectif de ce forum qui est d'élaborer, de construire une position commune qui pourra être donc élaborée progressivement et présentée en début d'année prochaine au BIS de Nantes. Alors on va suivre à peu près le même parcours que tout à l'heure avec cette succession de prises de parole dans un premier temps plutôt sur un thème de diagnostic et puis dans un second temps peut-être essayer de voir ce qui est en perspective, voir quelles sont les propositions qui peuvent émaner de la part des uns et des autres en fonction de leur connaissance du secteur ou de la dimension du secteur sur lequel ils et elles travaillent. Alors on va commencer par vous, Michaël Lecomte. Alors votre rôle n'est pas le plus agréable puisque sans être le porteur de mauvaises nouvelles, vous allez rappeler la brutalité des données que vous avez collectées sur la situation financière des départements. Donc je vous laisse la parole pour une dizaine de minutes et puis ensuite nous aurons donc Réjeanne Sourisseau qui parlera, je vous remercie beaucoup d'être venue aussi, parlera alors plutôt du point de vue des acteurs culturels qui sont en relation avec les collectivités locales et les départements en particulier, et puis il reviendra à Romain Lajarge de lui parler plutôt de la dimension interinstitutionnelle, de la territorialisation du rapport entre les collectivités publiques. Voilà à peu près donc le menu très rapidement esquissé pour aller le plus vite possible. Donc voilà, à vous la parole maintenant pour ce premier temps de diagnostic sur la situation des finances publiques locales et départementales en particulier. Bien, écoutez, merci, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour votre invitation. C'est vrai que moi, je ne vais pas ouvrir le sujet autour des politiques culturelles. L'exercice qui m'a été demandé, c'est de vous parler du contexte financier des départements. Donc, cette première séquence va vous dresser un panorama synthétique de ce qui est en train de se passer du point de vue des finances des départements. Et puis, dans un second temps, effectivement, on abordera la question des finances pour les prochaines années. Alors, je ne vais pas vous noyer avec des chiffres, mais j'ai essayé de vous expliquer le plus clairement possible pourquoi on n'arrête pas de vous lisez vos départements, vos directeurs des finances, directrices des finances, vous disent attention, là on est sous tension, la situation s'est dégradée très fortement en 2 ans. On va prendre un indicateur. Comment on peut estimer et considérer que la situation des départements s'est fortement dégradée? En 2 ans, on va prendre un indicateur qui est l'autofinancement. L'autofinancement, c'est quoi? C'est tout simplement la différence entre les recettes de fonctionnement d'une collectivité et ses dépenses de fonctionnement. La vocation de l'autofinancement, la première vocation de l'autofinancement, c'est de rembourser le capital de la dette. Et ensuite, par différence, on va parler dans ce cas-là d'autofinancement net, et ce surplus d'autofinancement, cet excédent d'autofinancement va contribuer au financement des dépenses d'investissement des départements. Bien. Ceci posé, comment a évolué l'autofinancement des départements en 2 ans? Eh bien, en fait, l'autofinancement net du remboursement du capital de la dette a diminué de 80%. C'est-à-dire qu'en fait, on est passé d'une situation où l'autofinancement en 2022 était de 8,5 milliards d'euros à 1,8 milliard d'euros à fin 2024. Donc, très forte dégradation de l'autofinancement dégagé par les départements. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Je disais, l'autofinancement, c'est la différence entre des recettes et des dépenses. Donc, il faut regarder comment ont évolué les dépenses et les recettes sur la période. Alors, point très important, je disais que l'autofinancement s'était fortement dégradé en 2 ans. Il faut savoir qu'en 2024, lorsque l'on regarde sur longue période, c'est-à-dire comment se situe l'autofinancement de 2024 par rapport à ce qu'il a été depuis 2010, en fait, il n'a jamais été aussi faible.
dans les départements. Donc, ce qui montre la situation absolument dégradée des départements à fin 2024. Alors, sur longue période, comment évoluer les dépenses et les recettes? Eh bien, en fait, du côté des dépenses, on va être obligé de regarder un peu plus finement qu'est-ce qui structure les dépenses de fonctionnement d'un département. Je disais que je n'allais pas vous noyer avec des chiffres, promis, mais pour avoir quelques ordres de grandeur, vous prenez le budget d'un département, vous avez 55% de ces dépenses qui sont consacrées aux politiques sociales, aux dépenses sociales. Qu'est-ce que l'on inclut dans ces dépenses sociales? C'est les dépenses au titre des 3 allocations, qu'on appelle les allocations individuelles de solidarité, que vous connaissez très bien, Monsieur Le Breton, parce qu'on y avait travaillé en 2013 avec Yann Lemeur. Il s'agit du RSA, de l'APA, allocation personnalisée autonomie, et les prestations de compensation du handicap. Donc ça, c'est un premier volet des dépenses sociales des départements, les dépenses d'allocation. Et à cela s'ajoutent les dépenses d'hébergement au titre de l'enfance, l'aide sociale à l'enfance, au titre, là aussi, des personnes âgées et des personnes handicapées. Eh bien, vous prenez ces 6 postes de dépenses, vous avez 55% des dépenses de fonctionnement d'un département. Vous y ajoutez les dépenses de personnel, 20%, vous avez les 3/4 des dépenses d'un département. Et si on va un tout petit peu plus loin, en y ajoutant d'autres dépenses obligatoires qui sont liées aux compétences du département. On a parlé de l'école dans la table ronde précédente, les collèges. Donc, les dépenses de fonctionnement, les allocations en termes de dotation de fonctionnement que les départements accordent aux collèges, et que vous y ajoutez le financement des SDIS, les services départementaux d'incendie et de secours, plus les intérêts de la dette, vous avez 80% de la dépense d'un département. Ce qui veut dire que si vous donne une idée du niveau de rigidité des dépenses d'un département. On n'est pas du tout sur le même niveau de contrainte que les 2 autres niveaux d'échelons territoriaux, que sont le bloc communal d'une part et les régions d'autre part. Donc, ces dépenses, en fait, elles évoluent mécaniquement à la hausse. Les marges d'ajustement dont disposent les départements sont extrêmement faibles, compte tenu du poids de ces dépenses contraintes. Donc, naturellement, ces dépenses ont tout le temps augmenté, alors avec des intensités qui sont variables d'une année sur l'autre. Selon la conjoncture économique, effectivement, les dépenses liées au RSA peuvent augmenter plus ou moins, mais en revanche, toutes les autres dépenses, pour les personnes âgées, personnes handicapées, il y a encore un rapport de la Cour des comptes qui parle des finances publiques et des conséquences de l'évolution de la démographie en France et dans quelle mesure elles vont peser sur les dépenses publiques à court, moyen et long terme. Eh bien, les dépenses d'APA ne cessent de progresser, de même que les dépenses au titre du handicap, parce qu'on a une meilleure couverture, une meilleure prise en charge des personnes en situation de handicap. Eh bien, ces dépenses augmentent fortement. Et phénomène qui est plus récent, je parlais des dépenses sociales au titre de l'enfance. Eh bien, depuis 3 ans, sachez que dans les départements, les dépenses au titre de l'enfance progressent de 10% par an. Donc, une dynamique des dépenses sociales qui est très soutenue et en tout cas ne diminue pas, et qui est très soutenue ces dernières années et qui ne diminue pas sur le temps long. Alors, du coup, à partir de là, c'est comment évoluer les recettes. Et là, je parlais de la rétrospective depuis 2010, ayez en tête quand même qu'il y a des éléments qui sont très importants qui se sont passés au cours de la période, du point de vue de la fiscalité des départements. Jusqu'en 2010, les départements percevaient ce qu'on appelait les 4 vieilles. La taxe professionnelle, la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Ces 4 vieilles, c'était quoi? C'était des bases localisées sur le territoire du département avec un pouvoir de taux. Le département délibérait chaque année pour maintenir ou augmenter, voire diminuer les taux de ces 4 taxes. 2010, on supprime la taxe professionnelle. Donc les départements, comme toutes les autres collectivités locales, ont perdu cette recette fiscale. Mais ça ne s'est pas arrêté là, il y a eu un jeu de bonneteau. La taxe d'habitation que les départements percevaient a été transférée au bloc communal.
La taxe sur le foncier non bâti que percevaient les départements a aussi été transférée au bloc communal. Donc, depuis 2011, les départements, sur les 4 taxes sur lesquelles ils avaient un pouvoir de taux, ne pouvaient moduler le taux que sur une seule des anciennes taxes, la taxe foncière. Donc, perte d'autonomie fiscale des départements pour pouvoir financer la croissance de dépenses. Et puis arrive la suppression de la taxe d'habitation sur la résidence principale. Et donc, alors on peut se dire, a priori, ça ne concernait pas les départements. Sauf que là aussi, nouveau jeu de bonneteau, la taxe foncière des départements a été transférée aux communes, compensée par une fraction de la TVA nationale. Et donc, depuis 2021, les départements n'ont plus aucun levier fiscal pour financer la croissance de leurs dépenses. Donc, toute la croissance des charges doit être financée aujourd'hui par la croissance de produits fiscaux sans pouvoir modeler le niveau de pression fiscale que pouvaient, jusqu'à une période qui n'est pas si lointaine que ça, les élus. Comment ont évolué ces autres recettes fiscales sans pouvoir de taux? Eh bien, entre 2015, suite aux travaux de 2013-2014 avec Départements de France, les départements ont bénéficié de la très forte croissance des droits de mutation. Les droits de mutation, c'est ce qu'on appelle couramment les frais de notaire. Mais en fait, c'est une recette qui est principalement redistribuée aux départements. Eh bien, entre 2015 et 2022, ces droits de mutation ont fortement augmenté. Portés par l'augmentation du prix moyen des transactions et portés par l'augmentation du nombre de transactions immobilières. Donc, plus de transactions, des prix qui ont augmenté, ça a dynamisé le produit de droit de mutation et finalement, ça a masqué le problème qui était latent depuis des années, qui était de l'inadéquation entre un panier de ressources qui est complètement déconnecté des politiques d'un département. Je vous dis, l'essentiel des politiques d'un département, des dépenses d'un département sont des dépenses sociales, et les droits de mutation évoluent quasiment de manière inverse à la conjoncture économique. Si je le reformule, lorsque la conjoncture économique se dégrade, vous allez avoir une augmentation du nombre d'allocataires du RSA et donc de dépenses au titre du RSA supportées par un département, et dans le même temps, les droits de mutation vont diminuer. Donc, ce dynamisme du marché de l'immobilier a masqué le problème pendant des années jusqu'en 2022. Et en fait, on a très bien vu qu'après l'année du Covid en 2020, eh bien, en fait, ça a eu un effet de rebond sur les droits de mutation avec des niveaux records qui ont été atteints en 2021-2022. Donc, le problème qui était pointé depuis des années a été masqué par ce marché de l'immobilier. 2022, on avait atteint un niveau record de DMTO. En fait, les DMTO ont chuté de 35% en 2 ans. Or, ces droits de mutation, en 2022, représentaient 20% des recettes des départements. Donc, 20% de vos recettes qui diminuent de 35% en 2 ans, ça explique, couplé à la dynamique qui se poursuit en titre des dépenses sociales, vont nous expliquer que l'autofinancement des départements a chuté. Dernier élément, je vous ai parlé que des droits de mutation du côté des recettes, la perte de l'autonomie fiscale. Comment ont évolué les autres recettes? Parce que je vous disais, les droits de mutation, c'était 20% des recettes en 2022. Eh bien, j'ai parlé de réforme fiscale. Les départements perçoivent de la TVA remplaçant la taxe sur le foncier bâti ou une autre recette fiscale qui s'appelait la CVAE. Eh bien, cette promesse de transfert de TVA que l'État avait faite aux collectivités locales en disant « on va vous transférer une recette dynamique », eh bien, il se trouve qu'en fait, la TVA n'est absolument pas dynamique. Alors, ce n'est pas propre, c'est pas propre aux collectivités locales. Il y a un problème d'encaissement de TVA au niveau national. Et cette recette, qui pèse maintenant à hauteur de 25% dans les recettes des départements, n'augmente pas depuis 3 ans. À ça vous couplez que les dotations de l'État, elles, sont figées, que dans le financement du RSA, vous avez des recettes fiscales affectées, comme l'ancienne TIPP, qui, elles, également figées.
on se trouve dans une situation où on a des droits de mutation qui pesaient très fort, qui ont diminué, et l'essentiel du panier des autres recettes des départements qui, lui, n'a pas évolué. Donc c'est cette combinaison de facteurs qui explique la forte dégradation de l'autofinancement des départements. Un dernier point pour faire la transition vers la culture. J'ai regardé les chiffres. Du point de vue, en 2024, en tout cas, les dépenses en titre de la culture des départements, c'est un peu plus de 1% du budget des départements. Et ce taux de dépenses aux politiques culturelles est le même en 2024 que celui qu'il était en 2023. Donc cette dégradation de la situation financière des départements, au moins en 2024, n'a pas pesé sur les politiques culturelles des départements. Très bien, merci pour cet effort de clarification d'une situation quand même assez complexe, mais on parlera tout à l'heure dans un deuxième temps de parole des perspectives. Je ne suis pas sûr qu'elles soient plus réjouissante que cela, mais en tout cas, donc, pour l'instant, on en reste au constat, et je passe la parole donc à Réjeanne Sorisseau. Alors j'ajoute par rapport à tes fonctions qui étaient évoquées dans la diapositive tout à l'heure, que tu en plus tu as une expertise sur les questions de droit culturel, de démocratie culturelle, de ruralité, des questions de transition aussi, et que donc là, la demande qu'on t'avait faite, c'était de faire le point sur cette situation, mais du point de vue des acteurs culturels, notamment des acteurs associatifs. Alors, elle est, je crois, assez connue par les participants à ce forum, donc tu m'avais annoncé que tu serais relativement brève sur cette première partie de ta prise de parole, mais plus disserte sur la seconde partie, celle où tu parleras peut-être de leviers, de ressources, de moyens, enfin, de perspectives d'avenir. À toi la parole. Merci Philippe. Merci pour... Merci Philippe. Bonjour à toutes et tous. Oui, j'ajoute aussi par rapport à mes qualificatifs qu'en parallèle de mon pied à l'université, je mène des travaux d'accompagnement, d'études auprès de réseaux associatifs, auprès de collectivités, également auprès de la Fondation de France sur des programmes qui concernent l'innovation sociale et culturelle. Et donc c'est de cette place-là que je vais vous partager effectivement certains constats. Donc ces constats que je souhaitais partager avec vous, ils sont de deux ordres. Le premier, c'est sur une persistance des inégalités culturelles malgré des politiques depuis des décennies de démocratisation culturelle. Et ces inégalités, non seulement elles sont persistantes, mais la part des inégalités culturelles parmi les inégalités globales ne cesse de croître. Alors, elles sont liées à l'endroit où l'on vit, c'est-à-dire il y a des inégalités territoriales selon qu'on vive dans les territoires ruraux ou dans les plus grandes métropoles. C'est ce qu'a montré un travail récent qui s'appelle « Loisirs des villes, loisirs des champs ». Mais en même temps, ce rapport, il montre bien que cette inégalité, elle est surtout liée au niveau de revenus et au niveau de diplôme, et que ces inégalités, elles se construisent dès l'enfance. Donc c'est ce que montre aussi ce rapport, normalement, que voilà, je vous ai mis. Donc là, comme on est sur des interventions brèves, je ne vais pas détailler, c'est aussi pour vous signaler l'existence de ces documents. Donc ce rapport qui s'appelle « Inégalité culturelle, retour en enfance », qui montre comment, dès le plus jeune âge, se forgent par le milieu de vie des héritages qui finalement vont être tout au long de la vie, même si d'autres mécanismes essayent de les compenser. On a également le même constat qui est prononcé par l'Observatoire des inégalités, donc c'est la diapo suivante, où inexorablement, les sorties culturelles, elles restent toujours liées à un niveau d'études, à un niveau de diplôme. Alors bien sûr, les pratiques culturelles ne se limitent pas aux sorties culturelles, on a d'autres champs mais sur lesquels je ne vais pas détailler là, mais c'est pour vous dire que cette question des inégalités, elle reste quand même au cœur des enjeux actuels, et c'est dans ce sens aussi qu'elle concerne particulièrement les départements. Le deuxième registre de constat que je voulais partager avec vous, c'est sur la crise que traverse actuellement le secteur associatif. Donc le 11 octobre dernier, vous avez peut-être entendu parler d'un mouvement, alors en réaction à la loi de finances, mais qui poursuit, qui s'appelle Ça ne tient plus. Donc c'est à l'initiative du mouvement associatif où plusieurs centaines d'associations se sont mobilisées pour lancer un cri d'alerte, en fait, rappeler que les associations aujourd'hui, c'est 20 millions de bénévoles, 1,8 million de salariés, et que la crise qui est traversée, elle est sans précédent.
Donc, au-delà de cette actualité, sur le secteur associatif, ce qu'il faut retenir, c'est les logiques de marchandisation qui sont à l'œuvre. Donc, le terme marchandisation, il n'est pas facile à prononcer en société, mais en tout cas, il est très clair dans ce qu'il représente. Ces logiques de marchandisation, elles naissent de deux courants. À la fois, à partir des années 80, l'apparition de logiques plutôt libérales, en fait, qui vont se traduire par des logiques d'évaluation quantitative, par des logiques d'appel à projet, de mise en concurrence, la gestion par objectif. Et ces logiques, elles vont être renforcées par les politiques européennes qui, au travers d'un marché unique, vont voir les associations comme des entreprises qui doivent être soumises aux lois non faussées, libres, enfin d'une liberté de concurrence. Donc ça se traduit par concrètement une diminution des subventions de fonctionnement au profit des appels à projets. Et donc, ça va faire une dérive avec des associations qui vont plutôt devoir répondre à des commandes publiques, alors que originellement, quand même, dans les associations, on part d'un projet associatif qui n'a pas directement de contrepartie. Et donc, ça va aussi être accentué par un dernier phénomène qui est celui qu'on appelle maintenant la financiarisation des associations, qui pour le coup est plus récent et qui se manifeste par l'arrivée dans le secteur d'acteurs qui reproduisent dans le secteur associatif des mécanismes qu'on voit sur les marchés financiers. C'est les fameux contrats à impact social, par exemple, que vous devez connaître et qui vont faire qu'on va avoir des indicateurs de résultats presque avant même que les actions associatives soient définies. Donc là, je ne vais pas rentrer dans un exposé technique de ces dimensions-là. Juste vous signaler que le phénomène prend une telle ampleur que s'est créé en 2022 un observatoire de la marchandisation des associations. Donc là, peut-être que Cédric peut mettre... avec la deuxième édition d'un rapport. Donc c'est vraiment tout récent. C'est-à-dire que c'est tellement grave ce qui est en train de se passer qu'une trentaine de réseaux se sont mobilisés. Ils se sont entourés aussi d'un groupe de chercheurs et de chercheuses qui réunit une quinzaine de scientifiques pour objectiver, argumenter tous ces phénomènes. Et donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que les associations culturelles, en tant qu'associations, elles n'échappent pas à ces phénomènes, elles sont complètement prises en étau dans ces logiques. Et comme au-delà du service public et au-delà du monde marchand, ce sont bien les associations qui s'attaquent aussi à la question des inégalités, ce que je vous disais plus tôt, et puis qui travaillent pour renforcer des accès dans des dimensions aussi territoriales, elles sont particulièrement frappées par cette conjoncture. Et c'est là aussi où les départements sont concernés, puisque dans le cadre du soutien à ces associations, les départements représentent à la fois un partenaire financier pour des actions culturelles auprès de publics qui sont plutôt, je fais vite, qui sont plutôt marginalisés, on va dire. Mais au-delà de ça, et c'est ça aussi que je voulais vous dire dans ce que j'entends, c'est que les départements ne sont pas uniquement perçus comme un guichet, mais réellement comme un acteur qui est capable de procéder à des mises en réseau, des mises en lien au niveau local de façon très fine. Donc ça, c'est vraiment l'échelon de proximité. Que le département est perçu aussi comme un partenaire qui écoute, qui comprend les enjeux de ces associations qui bataillent entre toutes ces problématiques. Et enfin, donc ça c'est un exemple particulier qui m'a été rapporté il y a peu, qu'il y a des départements qui, face à ces situations, ont organisé des réunions avec l'ensemble des acteurs, alors parfois en visio, mais pour expliquer dans une démarche très transparente ce qu'ils vivaient et en quoi il y avait des baisses à appliquer. Et donc, c'est aussi le département qui apparaît comme un partenaire bien au-delà simplement de l'octroi de subventions. Merci Réjeanne pour ce tableau rapide et en même temps très, très riche. Donc tu auras tout à l'heure un temps de parole particulièrement plus long. 50. Voilà, de 6 minutes 50 de plus pour conclure. Bien. Romain veut juste un micro. Donc, je t'ai rapidement présenté. Donc, tout à l'heure apparaissait sur la diapositive de cette seconde partie de la plénière ton titre. Donc, il y avait une mystérieuse acronyme AE et CC que tu pourras peut-être nous expliquer. Et surtout, donc, tu as une activité de recherche autour de la question des territoires et de la territorialisation. Donc je t'ai mis du côté plutôt des rapports interinstitutionnels pour savoir dans ce qu'il en est aujourd'hui. On a beaucoup parlé de la décentralisation, d'un nouveau mouvement de décentralisation, de déconcentration à une époque.
On a parlé du coup de territorialisation, de coopération interterritoriale, de l'interterritorialité. Donc tout ça est assez complexe et je voulais savoir ce que tu pouvais aujourd'hui en dire de l'état, au fond, de la situation des rapports entre institutions territoriales et de l'état de la territorialisation, je l'ai dit un peu rapidement, des politiques publiques. Merci Philippe, merci à tous. Merci d'abord à Cédric et à son équipe, parce que je trouve que l'organisation d'une instance comme ça est vraiment pas si facile que ça finalement, donc merci, ça marche bien. Merci aussi à Claudie Le Breton, parce que c'est entre autres grâce à toi qu'on a pu monter cette chaire sur la territorialisation avec comme premier partenaire les départements. Il y a 5 ans, 6 ans maintenant, on avait dit effectivement que ça serait intéressant de s'insérer dans l'expérience des départements qui ont été parmi ceux qui ont le plus territorialisé en France, dans les niveaux de collectivité territoriale. C'est ceux qui ont été le plus loin. Alors, je vais peut-être tout de suite vous poser la question. Qui, parmi vous, travaille dans un département ? Déjà, ça vous permet de vous lever les membres pour ne pas trop s'appesantir. Qui travaille pour un département ? Qui ne travaille pas ? Ok. Est-ce que je peux toujours... Ce ne sera pas long, mais c'est juste pour savoir qui vous êtes, comme ça vous savez qui nous sommes. Qui parmi vous pratique de la culture ou de l'art ? Waouh, 80% de réponses. Et qui pense que cette pratique-là joue sur son activité professionnelle ? Ouais. Cédric, tout le monde lève la main 2 fois. Donc, ok, vous n'êtes donc pas là par hasard, et donc probablement nous non plus. Alors, pourquoi ces questions-là ? C'est parce que nous, on a observé effectivement dans l'enquête qu'on a fait sur les départements, il y a à peu près un tiers des départements qui ont adopté un dispositif qui ressemble à de la territorialisation, même quand il ne dit pas ce nom-là. Allez, on va faire simple parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais pratiquement tous sont en semi-échec. Et il faut expliquer pourquoi. Et parce que là, sinon, vous allez voir, à la fin, ça va bien se passer. Mais là, on vous donne une série de mauvaises nouvelles. Et c'est une très bonne nouvelle que ce soit un semi-échec. Parce que ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de découper ce qu'ils faisaient, ce que les départements faisaient, en plus petite entité, avec l'idée que comme ça, on attrapait de la proximité que l'échelle départementale n'attrapait pas, parce qu'un peu trop loin de la réalité, notamment la réalité culturelle. Et cette manière-là de penser la territorialisation comme juste le découpage de ce que l'on fait en plus petit, ça ne marche pas. Ce n'est pas parce qu'on découpe une réalité de politique publique en entités plus petites qu'on l'attrape mieux. Par contre, il y a des départements qui ont dit on va attraper avec la territorialisation quelque chose qu'on n'attrape pas simplement avec la définition d'une politique publique à l'échelle départementale. Ce raisonnement-là vaut à toutes les autres échelles. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, il y a des gens de Meurthe-et-Moselle parmi vous ? Ah, quel dommage ! Parce que nous, c'est un peu le département phare, en tout cas le département qui, de notre point de vue, a été le plus loin dans la réflexion sur l'intérêt de la territorialisation. Et eux, ils ont dit, c'est un peu sous l'inspiration de Michel Dinet à l'époque, qui était quand même animateur de ce mouvement de réflexion, ils ont dit, on va essayer de voir ce qu'on attrape, mais on ne sait pas exactement. Donc ils ont défini des entités à partir de laquelle ils ont lancé des filets. Je continue la métaphore maritime, je ne sais pas si la pêche est dans le maritime. Oh, je ne sais pas. Non. En tout cas, dans le lancement de filets, l'idée c'était d'attraper des choses et des gens et des collectifs et des institutions invisibles de l'institution publique avec lesquelles on allait pouvoir négocier et contractualiser d'autres manières de faire des politiques culturelles. Et ça a marché. Donc c'est bien quand la territorialisation achoppe dans juste le découpage confortable de ce que l'on sait faire déjà, mais à des échelles plus petites. Ça, quand on veut faire ça, c'est pas très intéressant. En tout cas, de mon point de vue, c'est pas très intéressant de mettre de l'argent public pour faire ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de départements qui sont revenus en arrière parce qu'ils ont dit quand on a un service culturel, je sais pas, 50 personnes et qu'on fait 5 territoires, ça veut dire que chaque territoire aura 10 personnes. En fait, c'est pas très efficace de procéder comme ça. Par contre, si effectivement on dit on va chercher d'autres acteurs, donc une forme d'altérité, et faire rentrer dans la définition de la politique publique des gens qui ont une autre conception de ce qu'est l'action publique, alors là, c'est très intéressant. Et voilà, en gros, c'était ça la principale information, le message principal que je voulais vous délivrer aujourd'hui. La deuxième chose qui me paraissait importante à dire au démarrage, c'est que dans la question territoriale, il est sûr et certain qu'on a été jusqu'au bout de ce que l'on pouvait faire évoluer. Et qu'on ne sait pas bien ce que va nous réserver 2027, mais on peut quand même faire l'hypothèse que ça va être assez radical, et que de toute façon, tous les gens qui se présentent à 2027, aucun n'a une proposition pour rénover fondamentalement
l'action territoriale par la décentralisation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est pessimiste et on dit, allez hop, on va devenir jacobin parce que c'est là où il y aura de l'argent. Première option. Hein. Mais pour moi, ce n'est pas la bonne option parce que le peuple, les gens, les habitants, ont déjà donné leur réponse. Ils ont déjà averti le pouvoir national qu'ils ne croyaient plus. Et effectivement, la première table ronde, la première plénière, vous nous l'avez très bien montré, sur 3 registres différents. Donc la crise de l'État, ce n'est pas une crise de l'institution de l'État, c'est une crise d'adhésion à ce que cet État national pourrait délivrer pour l'ordinaire, pour ce qu'est la vie ordinaire des gens. Et donc la grande question, c'est de savoir où est-ce qu'on met la culture. Si on met la culture dans du régalien, c'est-à-dire une conception de ce que doit être la culture qui du coup est là et qu'il faut défendre, ou est-ce qu'on met la culture dans quelque chose qui se construit en permanence, qui se reconstruit en permanence, donc dans des interactions qui sont de l'ordre de l'ordinaire. Voilà. Donc nous, on dit, en sciences de l'aménagement du territoire, hein, on dit que ça, c'est la question de l'habitabilité. Donc s'il y a de la culture, s'il y a une dimension culturelle dans l'habitabilité, ça sera défendu par les gens, indépendamment de ce qu'ils vont avoir comme investissement dans la chose publique et ou dans la chose privée. Et pour moi, c'est ça qui est la grande promesse de ce mouvement un peu étonnant dans lequel on est là, qui est ni jacobin ni girondin. Plus personne ne pense les grandes réformes de décentralisation de manière sérieuse. Enfin, on sait les penser de manière adaptative. Et j'imagine bien que vous, en tant que réseau d'influence, en tant que lobby, je pense aussi c'est généreux de dire qu'on est lobby pour défendre des idées de la culture en territoire, vous allez participer à l'amélioration et à l'adaptation des systèmes existants. Bon, depuis que je sais que vous êtes le 1% culture des départements, vous êtes comme nous. Moi, je suis fonctionnaire d'État du ministère de la Culture, hein, en étant prof à l'école d'architecture. Donc moi, ma chef, c'est Rachida Dati. Et le fait qu'effectivement, nous ne comptions pas beaucoup, en général, c'est des fois rassurant. Parce que du coup, on est un peu sur le bord de la photo et on peut sortir du cliché. En tout cas, pour moi, si la culture ne participe pas à la déviation, alors je vais prendre un exemple non maritime parce que nous venons de Grenoble, hein, mais il faut sortir des voies tracées. Il faut aller sur des chemins non encore dessinés, non encore balisés. La culture, c'est ça. Et je terminerai parce qu'il me reste 1 minute pour rester dans le chrono. Pour moi, la définition de la culture, et c'est en cela que dans la territorialisation, on l'a beaucoup vu, on a beaucoup vu la question de la culture, c'est que ça ne peut exister que si ça dérange. Une culture qui ne dérange pas, elle n'est pas émancipatrice. Et donc pour moi, effectivement, si on considère que la culture, c'est plus de connaissances par l'art et par un certain type de comportement des uns avec les autres, donc c'est d'abord et avant tout une question d'altérité, eh bien il faut que ça dérange. Et pour moi, l'intérêt de ne pas être au cœur, au centre de la photo, au milieu des attendus des autres, notamment des autres politiques publiques, eh bien ça donne de la marge de manœuvre. Et là, il y a une belle perspective, parce que si ça bouge beaucoup, si le bateau, je reviens au maritime, si le bateau tangue, je ne suis pas du tout à l'aise avec ça, moi, hein. Le bateau qui tangue, je pense que le meilleur moyen, c'est de quitter le bateau qui tangue et prendre des petites embarcations. Ça se fait, ça, ou pas? Je ne suis pas sûr du tout de mon truc. Allez, je reprends ma métaphore montagnarde. Quand vous êtes sur un GR qui est embourbé, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de monde dessus et il y a de la boue, bah, vous sortez et vous passez par les crêtes. Voilà. Et la dimension de la culture comme émancipatrice des territoires, en redescendant, donc en faisant réatterrir les préoccupations des gens, bah, c'est ça, la territorialisation. En fait, il n'y a de territorialisation qu'ici, il y a une reterritorialisation de choses qui ont été déterritorialisées par d'autres choses. Voilà. Excusez-moi, ça fait 3 gros mots avec plein de syllabes que mes étudiants n'arrivent jamais à répéter, mais si vous dites déterritorialisation, territorialisation, reterritorialisation sans bugger, vous avez votre diplôme. Et l'idée, c'est ça, c'est qu'en fait, le marché déterritorialise massivement à l'échelle mondiale, mais il est peut-être à la fin de son histoire. Le public déterritorialise par sa libéralisation massive, et on l'a vu effectivement notamment par des arguments très simples et descendants, boum, bam, hop, fermez la DGF, fermez la TVA, c'est fini. Donc, il va y avoir des reterritorialisations par les bords. Et les bords, ils seront bien sûr politiques au sens noble du terme, et non pas seulement le travail que l'on fait pour être élu. Dernière question. Qui parmi vous est élu? Gardez la main en l'air, s'il vous plaît. Qui parmi vous voudrait rester élu? Et alors, qui voudrait être élu? Claudie Le Breton relève la main. C'est la lutte qui recommence. Et qui parmi vous s'est un peu posé la question de savoir s'il allait se positionner en tant que candidat pour les élections municipales? Alors Cédric, je
je t'apprends qu'il n'y a peut-être qu'un cinquième de ton assemblée qui est déjà engagé dans les municipales. À mon avis, à la fin des 2 jours, il y aura peut-être plus de mains qui vont se lever, à mon avis. Bien, merci Robin. Alors je retiens la reterritorialisation par les bords, qui est quand même une belle formule et qu'on pourra trouver à l'avenir dans ce que j'écrirai à ce sujet ou je dirai à ce sujet. Mais je pensais aussi en t'écoutant à la formule de Bruno Latour sur le où atterrir, qui me paraît quand même assez lié à ce que tu disais, parce qu'on peut très bien travailler sur un petit territoire découpé dans un département et pas forcément atterrir, c'est-à-dire avoir encore des idées, des projections, un imaginaire, mais pas forcément saisir les réalités parce qu'on est dans un découpage fin. Donc très souvent, la question, lorsqu'on fait des choix politiques aujourd'hui, notamment dans ces contextes de transition, c'est de savoir comment ces choix politiques peuvent être conformes avec ce que la planète peut accepter, même sur un petit bout de cette planète-ci, donc comment atterrir. Alors justement, on va peut-être à nouveau atterrir avec des questions de finances publiques. Vous avez fait tout à l'heure un exposé sur comment on en est venu à la situation d'aujourd'hui. Maintenant, ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir où est-ce que l'on va. Et donc, qu'est-ce qui se dessine pour les prochains budgets, les prochaines décisions à prendre en 26, en 27, en 28, en 29, etc. 30 est une année clé dans la réflexion sur les transitions, mais d'ici là, donc, à quel chemin s'esquisse ? Bien sûr, vous n'avez pas de boule de cristal, j'imagine bien qu'il y aura une prudence, mais quand même, on peut sentir des évolutions, ou en tout cas, une absence de changement ou des changements en perspective. Effectivement, aucune boule de cristal. On ne sait même pas si on aura un budget. Donc, se projeter à 2030, l'exercice est extrêmement compliqué. Ceci dit, on a il y a des tendances de fond qu'on observe quand même depuis un certain nombre d'années qui sont de nature à nous éclairer sur ce qui pourrait se passer. Et pour comprendre ce que j'ai en tête, en fait, je vais être obligé de repartir à un niveau qui est bien au-delà, bien avant l'échelon des départements et même des collectivités territoriales. C'est de vous parler de quelque chose qui va être extrêmement prégnant dans les finances publiques, dans les finances locales, dans les prochaines années, c'est le sujet du déficit public. Déficit public, il faut bien avoir en tête que quand on parle du déficit public, alors déjà c'est un solde public, mais solde c'est comme mon autofinancement de tout à l'heure, c'est la différence entre les recettes et les dépenses, et donc dès lors où les dépenses sont supérieures aux recettes, on va parler de déficit public. Et quel est le périmètre de ce solde public, donc de ce déficit public ? En fait, très souvent, c'est parfois par raccourci exprimé du point de vue de l'État. Mais en fait, non. Lorsque l'on parle du déficit public, c'est bien la combinaison de 3 sphères publiques. Certes, l'État, mais aussi la sécurité sociale et également ce qu'on appelle les administrations publiques locales, au sein desquelles, pour l'essentiel, on va retrouver les collectivités locales. Donc les collectivités locales sont complètement partie prenante dans l'amélioration attendue de ce solde public, donc la réduction de ce déficit public dans les prochaines années. Je ne vais pas rentrer, ce n'était pas le sujet de notre matinée, pour savoir quelles sont les origines de ce déficit public, de la dégradation du déficit public de ces dernières années. Est-ce que c'est de la responsabilité de l'État ? Dans quelle mesure les collectivités y ont pris part ou non ? Ce n'est pas notre sujet, ni même les modalités de redressement. Il y a un débat entre économistes sur est-ce qu'il faut augmenter les recettes et ou diminuer la dépense. Mais on sait que la France, et ce que je veux dire par là, c'est que c'est presque apolitique, cette question-là. C'est-à-dire que ce sujet de l'amélioration de la situation des finances publiques est partagé. Ce qui est en discussion, c'est le chemin pour y arriver. Que nous apprend l'histoire ? Et donc ça va peser, il faut bien l'avoir en tête, que pour toutes les collectivités locales, ça va peser dans leurs finances dans les prochaines années, si tout se passe bien, jusqu'en 2030. Là aussi, autre débat, c'est à partir du moment où on accepte l'idée que les collectivités locales doivent participer au redressement des finances publiques, à quelle hauteur doivent-elles prendre part à cette réduction du déficit public ? Et là, il y a un nouveau débat entre, d'une part, ce que dit l'État, c'est-à-dire, écoutez, je regarde ce que pèse la dépense des collectivités locales dans la dépense publique totale, un peu moins de 20%. Donc l'État va dire, voilà,
l'effort qui doit être pris en charge par les collectivités locales, c'est 20% de l'effort qui va permettre de contribuer au redressement des finances publiques. L'autre point de vue, c'est celui des collectivités locales, qui est de dire, bah écoutez, c'est pas le poids de nos dépenses dans le total des dépenses qui compte, mais c'est le poids de notre dette dans la dette publique totale. Et là, on est plutôt autour de 8-9%. Donc, on a un sujet autour de comment on partage l'effort entre l'État, les collectivités locales et la sécurité sociale. Ceci dit, la mise à contribution des collectivités territoriales au redressement des finances publiques, elle a déjà existé par le passé. Prenez la période 2014-2017, j'évoquais la dotation globale de fonctionnement, elle a diminué pour l'ensemble des collectivités locales de 11 milliards d'euros, un peu plus de 11 milliards d'euros. Ces 11 milliards d'euros, comment ont réagi les collectivités locales à l'époque? Certes, elles ont modéré la croissance de leurs dépenses, mais, et c'était vrai à l'époque pour les départements, les collectivités locales ont pu également augmenter leur taux d'imposition. Je vous ai fait un historique rapide de la fiscalité des départements. À l'époque, entre 2014 et 2017, beaucoup de départements, en 2016, juste après les élections, ont augmenté le taux de leur taxe foncière. Je vous ai expliqué qu'aujourd'hui, ça n'existait plus. Donc, la nouvelle mise à contribution des collectivités locales auxquelles il faut s'attendre dans les prochaines années, du point de vue des départements, et à mode de financement constant, c'est-à-dire sans nouvelle fiscalité transférée aux collectivités territoriales, ne pourra pas s'ajuster par un surcroît de fiscalité locale. Donc, il va falloir qu'elles agissent sur une réduction de la croissance de leurs dépenses. Et quand vous avez vu, quand je vous ai expliqué voilà, la contrainte, la structure du budget d'un département, avec le niveau de contrainte que ça implique quand je prenais les dépenses de personnel, un département peut agir sur la dynamique de ses dépenses de personnel à horizon 3, 4, 5 ans. Mais en fait, ce n'est pas un ajustement qui peut se faire à court terme. Donc, il va falloir, si des économies sont à réaliser, les faire supporter par certaines politiques publiques qui sont en dehors du champ des politiques obligatoires. Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui en termes de mise à contribution des collectivités locales au redressement des finances publiques? J'évoquais la question de la TVA tout à l'heure. Eh bien, non seulement c'est une recette qui finalement est peu dynamique depuis qu'elle a été transférée aux collectivités locales, mais en plus il y a une disposition dans le projet de loi de finances pour 2026 qui vise à réduire cette faible dynamique. Je vous passe le détail technique, mais en fait, on prend la croissance de la TVA, l'État se garde la croissance correspondant à l'inflation et ne reverse aux départements et EPCI et aux régions que la différence. Donc, il y a bien l'idée de contraindre la croissance des recettes des collectivités locales pour les obliger à réduire la croissance de leurs dépenses. Ça, c'est absolument central dans le raisonnement. Après, on a plusieurs outils pour ça. Enfin, le législateur a plusieurs outils sur proposition du gouvernement. J'évoquais la TVA. Il y a d'autres outils qui sont sur la table dans le projet de loi de finances pour 2026 de baisse, réduction d'un certain nombre de dotations. Et donc, voilà, la trajectoire aujourd'hui est plutôt celle-ci. Alors, il y a une disposition qui est prévue dans ce projet de loi de finances pour 2026 à destination des départements, parce que quand même l'État a fini par reconnaître qu'ils sont dans une situation financière extrêmement dégradée, c'est de mettre une sorte de ce qu'on appelle un fonds de sauvegarde, donc déjà tout est dans le titre, un fonds de sauvegarde qui, dans la version initiale du texte, était doté de 300 millions d'euros, et le gouvernement a déposé un amendement pour doubler ce fonds de sauvegarde et le porter à 600 millions d'euros. Enfin, rendez-vous compte, 600 millions d'euros de dotation exceptionnelle à destination des départements. Ça montre bien que tout le monde est en train de prendre conscience que la situation est extrêmement critique. Sauf que vous avez bien compris que ce n'est pas 600 millions d'euros qui sont de nature à régler durablement l'impasse budgétaire dans lesquels sont les départements, qui est le résultat du décalage entre la dynamique des dépenses et un certain nombre de recettes qui sont atones. Donc, on est en train de mettre en place une rustine pour sauver ce qui peut l'être. Ayez en tête également, deuxième point quand même, sur ces 600 millions d'euros, pourquoi ce doublement du montant? L'idée, c'est de doubler le nombre de départements qui seraient éligibles à cette dotation. En gros, l'idée, c'est d'avoir 60% des départements qui émargent
un fonds de sauvegarde. Donc en creux, ça veut dire que le gouvernement reconnaît qu'on a à peu près 60% des départements qui sont dans une situation financière critique. Donc ça, c'est peut-être qu'une mesure temporaire. Au-delà de ces mesures de court terme et cette perspective, cette contrainte qui va peser durablement sur les finances des collectivités locales et notamment des départements. Le Premier ministre a annoncé lors de la clôture du congrès des assises de départements de France, outre ce doublement du fonds de sauvegarde, qui voulait engager, poursuivre la réflexion sur un nouvel acte de décentralisation en transférant de nouvelles compétences aux départements. Et là, on reste sur le champ du social ou des politiques de santé, voire même la prise en charge de l'entretien du bâtiment, d'hôpitaux dits de proximité. Avec, à la clé, le transfert éventuel, même si Bercy est contre, mais c'est une idée qu'il a reprise, le Premier ministre a reprise, de transférer de la CSG, une fraction de CSG, au département. Mais vous voyez bien que ce transfert de recettes au département ne serait pas là pour donner de l'oxygène et permettre au département de reconstituer de l'épargne, mais bien pour financer de nouvelles compétences qui leur seraient transférées. Donc, attendez-vous quand même, dans les prochaines années, à ce que le niveau de contrainte continue d'être soutenu dans la trajectoire des finances, et notamment, et principalement, des finances des départements. Bien. Je ne sais pas si on peut dire maintenant merci, mais en tout cas, donc, il y a effectivement ici un rappel qui est clair sur les tendances consolidées de la situation. Je passe tout de suite la parole à Réjeanne, alors peut-être pas pour réagir immédiatement à ce qui vient d'être dit, mais en tout cas pour nous dire comment les acteurs culturels inventent ou réinventent peut-être des façons de faire, de penser, d'agir dans ce contexte qui pour eux est très, très difficile. Là, donc tu as plus que 10 minutes cette fois-ci. Bon. Effectivement, je vais essayer d'ouvrir un peu quelques perspectives. Alors, en commençant par rappeler aussi qu'en chinois, le mot crise, en fait, il est composé de 2 idéogrammes. Le premier qui signifie danger et le second qui signifie opportunité, occasion à saisir. Donc, j'ai oublié la slide, mais c'est pas grave. J'ai oublié la slide ouais, elle n'est pas passée. Mais en tout cas, c'était pour montrer l'ambivalence de ces situations où il y a une réalité indiscutable des contraintes et du contexte, et où en même temps, c'est peut-être un moment où peuvent s'inventer des manières de faire complètement différentes, puisque précisément, on est un peu au bout du bout. Donc, ce que je vais moi essayer d'éclairer, c'est un peu sur trois registres, c'est qu'effectivement, les acteurs culturels composent avec de plus en plus d'autres secteurs, d'autres domaines, et je voulais vous faire part de ce qui se joue en ce moment au niveau de l'écologie. Alors, vous avez peut-être entendu parler de la démarche du Parlement de Loire. Et donc, c'est aussi des éléments vraiment d'actualité que je partage. C'était le Parlement de Loire il y a le 13 septembre, c'était le Parlement de la Forêt la semaine dernière à Besançon. Donc, c'est quand même pas des choses anecdotiques. Ces rencontres, elles réunissaient des collectifs de toute la France, des collectifs d'habitants qui s'interrogent sur les rapports à leur milieu, les rapports à l'eau et comment collectivement, ça veut dire pas uniquement avec des personnes qui ont une gestion technique de l'eau, mais bien avec aussi des nouveaux récits, de nouveaux imaginaires. On peut penser ces questions environnementales, ces questions d'habilité de la Terre. Samedi à Nantes, c'était la rencontre de l'Internationale des rivières. Donc, je ne vais pas poursuivre plus loin l'énumération, mais il y a ces tendances qui sont là. Je ne vais pas non plus rentrer dans le débat avec pour ou contre l'octroi de droits de la nature, parce qu'en fait, ce qui est en jeu, c'est vraiment un rapport qui change de considérer ces éléments comme en fait des sujets et non plus des objets. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez fort qui se joue, qui pourrait être plus développé et qui ont une conséquence assez forte sur comment chacun va se positionner dans ces histoires. Et où le recours aux arts et à la culture, il est là aussi pour ouvrir des nouveaux récits, avoir le recours à des fictions.
c'est-à-dire pouvoir aller très très loin dans ce qu'on pourrait imaginer. Il y a énormément d'initiatives, notamment en imaginant des lettres, des fleuves ou des éléments qui parlent. Donc au-delà des faits de mode, ça raconte des choses beaucoup plus profondes. Je vous renvoie aussi aux travaux d'Escola que vous connaissez peut-être, sur vraiment les liens entre les humains, le non-vivant et tout ce qui constitue nos milieux de vie. Et moi, j'ai découvert un projet qui était assez impressionnant au-delà du Parlement de Loire. C'est ce qui se passe dans le département de la Seine-Saint-Denis, et avec le projet qui s'appelle La Vieille Mer. Et où là, on franchit un cap. On franchit un cap, pourquoi ? Parce qu'avec des acteurs culturels et artistiques, il s'agit non plus seulement de dénoncer, non plus seulement de créer des récits d'imaginaire, mais il s'agit d'agir pour transformer concrètement un milieu. Donc le projet de La Vieille Mer, c'est quoi ? C'est renaturer une petite rivière qui a été enfouie par la bétonisation en Seine-Saint-Denis, et avec un partenariat très très fort, tenez-vous bien, pas au départ avec le service culturel du département, mais avec la DEA, je crois que j'ai le sigle dans l'ordre, en tout cas c'est Direction Eau et Assainissement, parce que la Seine-Saint-Denis a travaillé sur un manifeste qui s'appelle Seine-Saint-Denis territoire d'eau. Alors on n'imagine pas que ça puisse être une réalité, mais en tout cas ça l'a été avant qu'il y ait toute cette artificialisation des sols, et où finalement une association d'urbanisme culturel, en lien avec des artistes, a travaillé main dans la main avec le département de la Seine-Saint-Denis pour accompagner la renaturation de cette rivière. Ça veut dire qu'elle va ressortir, elle va être désenfouie. Je ne rentre pas dans le côté, technique. Et donc là, il y a concrètement une transformation des milieux. Et c'est ce qui fait dire à une historienne de l'art qui s'appelle Bénédicte Ramade qu'en fait, on passe aussi de ce qui était un peu un art sur l'écologie à un art écologique, c'est-à-dire qui transforme les milieux. Et vous voyez bien que ça va induire énormément de nouvelles choses en termes de partenariat. On pourrait citer aussi ce qui se passe en ce moment avec le Citron Jaune. Le Citron Jaune qui est à Marseille et qui est un centre des arts labellisé Art du Cirque, et alors qui a mené un premier projet avec des artistes arboricoles, notamment Thierry Boutonnier, et peut-être que Cédric, tu peux mettre la prochaine slide, où de fil en aiguille, avec les habitants, avec une enquête, la question de l'arbre a surgi comme un élément de ralliement assez fort, et pas n'importe quel arbre, la question de l'olivier, et c'est allé jusqu'à planter des oliviers. Donc bien sûr, là je vous raccourcis les étapes, mais en tout cas à planter des oliviers, à reconsidérer les oliviers, à essayer de voir comment on pouvait renouer avec des traditions de collecte d'olives. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire là. Comment on pouvait aussi produire de l'huile d'olive. Et là, les tests sont sortis la semaine dernière. L'huile, elle est comestible alors qu'on n'est pas loin de Fos-sur-Mer. Mais pour vous montrer que là, les partenaires associés à ce projet sont beaucoup plus vastes que les seuls partenaires culturels, que les enjeux sont aussi sur la question de l'alimentation. Qu'est-ce qu'on mange, d'où ça vient, quel contrôle on peut avoir en tant qu'habitant sur la façon dont on se nourrit. Et c'est prolongé actuellement avec un autre projet qui s'appelle Atavola, donc qui veut dire à table, et qui est un... Non, là, j'ai pas la diapo. et qui rassemble là aussi des agriculteurs, des scientifiques, des artistes autour de cette question que va-t-on manger demain, de quoi sera faite cette alimentation, et là aussi pour continuer de tester, de planter, de semer d'autres nouvelles choses. Et c'est en lien avec les parcs naturels régionaux du Luberon et des Alpilles, l'INRAE, qui est un centre de recherche agricole, avec la Garance, la scène nationale de Cavaillon. Donc c'est-à-dire que ça part du CNAREP qui est à Marseille, mais on va jusqu'à Cavaillon. Et donc vous voyez que c'est une façon de territorialiser en tout cas l'action qui, moi, me semble assez intéressante et qui rejoint des questions aussi, des enjeux de société assez forts qui sont autour de l'alimentation et qui implique une artiste qui se définit comme une artiste culinaire. Donc il y a également d'autres projets comme ça assez forts sur la question de la santé. Je ne vais pas forcément les détailler là, mais c'est vraiment frappant de constater ces dernières années l'émergence de ces projets vraiment qui touchent des enjeux de société forts et qui sont pluripartenariaux et qui inventent des partenariats complètement atypiques et où ce n'est pas des artistes ou des acteurs culturels qui proposent à d'autres de s'associer, c'est qu'en fait, il y a des problématiques territoriales qui sont très fortes et tout le monde se met autour pour essayer de voir comment les arts et la culture, comme d'autres acteurs, peuvent y apporter leur contribution. Donc ça, c'est vraiment le premier point qui était cette, on va dire, intersectorialité beaucoup plus forte.
Ensuite, il y a aussi quand même une montée en puissance de nouvelles manières de faire. Alors, même si les questions participatives, et notamment avec aussi les droits culturels, même s'ils ne sont pas adoptés partout, inspirent quand même de plus en plus d'acteurs, eh bien, ces questions, elles se font non seulement jour, mais il y a un besoin de les mettre collectivement au travail. Et vient d'être créée, et là, Cédric, merci pour la slide, la Fédération des arts participatifs et des créations partagées. Donc, je vous dis ça puisque le coup d'envoi a été donné le 29 novembre à Lyon. Donc, c'est pour montrer qu'il y a vraiment cette fédération des acteurs autour de ces questions qui implique aussi des démarches beaucoup plus ascendantes, où on va sortir des seules logiques d'accès à l'offre, même si bien sûr ces logiques sont nécessaires, mais où vraiment un ensemble d'initiatives se mobilisent. Je ne vais pas rentrer dans les définitions là, parce que ce n'est pas l'objet, mais vous voyez bien tout ce qui est en jeu sur vraiment ces autres manières de faire et qui vont se fédérer. Je voulais aussi partager avec vous une forme de créativité institutionnelle, puisque dans le cadre de ces démarches participatives, la Poudrerie, qui est basée à Sevran et qui se définit comme un théâtre des habitants, a reçu en 2020 l'appellation de scène conventionnée d'intérêt national pour la création participative. À ma connaissance, c'est la seule en France. C'est une ligne qui n'existait pas au sein du ministère de la Culture et qui a été trouvée parce que cette initiative qui a proposé 1000 représentations à domicile chez les habitants, qui permet des réelles immersions d'artistes qui vont travailler aussi sur des problématiques locales, tels que des sujets assez durs d'ailleurs, tels que la prostitution des mineurs et d'autres. Enfin, vraiment un travail assez remarquable qui fait que comme il n'y avait pas de case, petit à petit, il y a quand même des choses qui se sont inventées. Je voudrais aussi dire un mot de ce qui se passe actuellement dans la région Grand Est, où la DRAC a mis en place un dispositif qui s'appelle les études sensibles de territoire, et où il s'agit, au-delà de la collecte simplement de données quantitatives, d'associer des équipes artistiques un peu à des prises de température de ce qui se passe, et en allant à la rencontre des habitants de façon complètement insolite, en tissant des relations pour aussi éclairer une connaissance du territoire par d'autres biais que des résidences où il y aurait simplement une production et on sort un peu du logique création, production, diffusion. On est plutôt dans des démarches d'infusion des présences artistiques. Donc là, je ne vais pas forcément détailler non plus, mais c'est des actions qui sont pilotées aussi par les conseillères d'action territoriale de la DRAC Grand Est. Donc c'est pour vous signaler l'existence aussi de ces dispositifs qui est assez récent puisqu'il date de 2-3 ans. Et puis enfin, je ne peux pas être ici dans le département de la Manche sans vous renvoyer aussi au travail qui est mené par le département de la Manche depuis plusieurs années, mais les principaux intéressés sont là, donc s'il y a besoin, ils pourront en dire un mot, où maintenant c'est l'ensemble des politiques et pas seulement, j'insiste, les politiques culturelles, qui vont être observées, mises au travail avec cette démarche des droits culturels. Donc on voit bien que malgré toutes ces contraintes, tous ces empêchements, eh bien, on peut trouver quand même des leviers de manœuvre, en tout cas des façons de faire assez différentes. Et le dernier point aussi, c'est que sur les territoires ruraux, et ça je laisserai Romain peut-être plus développer, les territoires ruraux, et là on peut mettre la dernière slide d'ailleurs, et j'avais pas vu, je ne savais pas, je vous promets que les éditions de la Tribu seraient là et vous pourrez trouver le livre en sortant. C'est vrai que les territoires ruraux représentent aussi des laboratoires d'innovation. Alors bien sûr, un territoire rural, selon qu'il soit sur un littoral attractif ou un bassin industriel en déclin, on n'est pas dans les mêmes configurations, mais franchement, s'il joue, que ce soit dans le rapport avec le vivant, dans les implications bénévoles, dans la nécessité de trouver des partenaires et de faire un peu de cette nécessité vertu, de pouvoir se dire aussi que là, on a des vraies altérités, parce que dans les métropoles, on partage plutôt des affinités électives, alors que quand on est dans les territoires ruraux, on partage un cadre de vie. Donc là, dans ce que moi j'ai pu observer avec d'autres, il y avait les rencontres culture et ruralité la semaine dernière à Verdun, il y a aussi énormément de choses qui se tentent. Alors oui, ça marche pas toujours, mais en tout cas, ça donne un peu d'espoir et de perspective. Vous allez me dire que bon, là, j'ai focalisé un peu sur des choses hyper exemplaires, assez incroyables, et qu'on est dans un effet de loupe, et qu'en fait, la tendance de fond, elle n'est pas du tout là. Mais je vais rejoindre ce que disait Romain,
Et en m'appuyant aussi sur les propos de Olivier Amand, donc Olivier Amand qui est un biologiste que vous connaissez peut-être, dont vous avez peut-être entendu parler. Il a travaillé, il a notamment écrit sur la robustesse pour lutter un peu contre les logiques de performance. Les logiques de performance, c'est ce que j'expliquais au début, avec les logiques de marchandisation, de contrat impact social. Et pour lui, il part du principe que de toute façon, le monde à venir sera fluctuant. Donc la question de la stabilité dans un monde fluctuant, pour lui, c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est comment, dans un monde fluctuant, on peut réussir à s'adapter, à faire face aux fluctuations. Et que précisément, la façon d'essayer de faire face à ces fluctuations, c'est pas en restant au centre, c'est en se décalant plutôt vers la périphérie. Et que alors du coup, moi j'ai pris une métaphore, la dernière slide, qui est les vols d'oiseaux que lui, il prend. Puisqu'en fait, que ce soit alors les vols d'oies sauvages qui sont un modèle en termes de coopération, mais même les nuées des tourneaux, eh bien, ce qu'il dit, et ce qui est une image assez connue, c'est que ce sont toujours ceux situés à la périphérie du groupe qui guident le mouvement, puisque c'est eux qui sont soumis aux fluctuations. Ceux qui sont au cœur du système sont aveugles. Bien, merci Réjeanne pour cette belle image conclusive. Mais je retiens effectivement qu'il y a peut-être à réfléchir sur l'épuisement ou la faiblesse des modèles culturels urbains, qui ont longtemps paru très puissants par rapport aux plus faibles modèles ruraux. Et peut-être que l'avenir va inverser les rapports de force. C'est peut-être en ruralité, là où on s'invente, là où on arrive à bricoler, là où on est peut-être plus transversal, c'est là où il y a peut-être des ressources d'inventivité, de créativité pour l'ensemble des modèles culturels. Alors, tu n'as pas la tâche la plus facile, Romain, puisque tu arrives en fin de course, mais il y avait plusieurs thèmes que tu pouvais aborder sur des questions de ruralité. Tu avais aussi parlé de ton intérêt pour les communs aujourd'hui. Donc, je te laisse vraiment le libre choix pour retenir ton propos dans un temps un peu ramassé. Sinon, Cédric, qui est là-bas, va me faire les gros yeux. Donc, il faut que ce soit le temps qui soit ramassé, pas nous, donc on va faire vite. Mais puisque vous êtes d'accord, on est un peu concordant. Michael ne nous invite pas à être concordants sur la reterritorialisation parce qu'il ne nous dit pas comment ça va se financer, mais on va vous expliquer potentiellement, à notre avis, comment est-ce que c'est possible. Moi, je vais donc prendre trois points, un bon professeur qui se respecte. Plan 1, grand 1, qui, pour moi, il faut commencer par le qui, le où et le comment. Reterritorialiser ou faire atterrir des politiques culturelles d'un autre genre ou d'une autre génération. Hein, c'est ça la question. Alors, le qui, pour moi, donc en gros, qui sont les acteurs de cette régénération des politiques culturelles à base départementale ou à initiative départementale. Oui, je commence déjà un peu à diverger par rapport à la commande initiale. Pour moi, c'est tous. Tant qu'on est absolument persuadé que tous peuvent être embarqués dans la question de la culture, ça redéfinit profondément les choses. Et pour moi, il y a vraiment une paire de concepts dont il faudrait qu'on se débarrasse sur les questions culturelles, c'est la question de l'offre et de la demande. Je ne sais pas si parmi vous, certains continuent à travailler de cette manière-là, mais en fait, quand on cherche des offreurs et quand on cherche des demandeurs, sous-entendu des gens qui remplissent des salles et des gens qui montent sur la scène, eh bien, on loupe quelque chose dans la rencontre que la culture doit produire. Et pour moi, tout acteur devient un spectateur et tout spectateur doit pouvoir être invité à produire. Pas que des émotions, des rires et du plaisir, hein, et plus que ça. Si on considère que la culture est une forme, finalement, de résistance par la pensée et l'agissement au temps qui passe et aux tendances qui sont en train de s'imposer à nous, alors effectivement, tout le monde doit en être. Voilà, doit intervenir. Alors, on n'a pas parlé des intermittents, mais pour moi, ça, c'est une grande chance en France que nous ayons le principe de l'intermittence. Parce que, en fait, c'est un monde culturel qui a accepté de ne pas bien gagner leur vie. L'intermittence, on ne gagne pas très bien sa vie, mais qui accepte de rester dans ce dispositif-là. Tant que ça, c'est pas touché, et je pense que c'est un petit peu difficile de toucher, parce que quand on le touche, ça fait du bruit, et que c'est pas si cher que ça, finalement, à l'échelle France. Donc, tant que ça, c'est pas touché, on a un truc incroyable. C'est des gens qui sont à disposition, qui sont disponibles, qui sont ouverts, etc. Donc, pour moi, les intermittents sont effectivement un petit peu au cœur de ce dispositif multi-acteurs. Deuxième chose, pour moi, cruciale, c'est de dire que c'est les habitants qui doivent être au cœur des politiques culturelles, pas les élus qui ont la compétence culturelle en délégation. Il faut se mettre au service des habitants qui prédisposent de ce que potentiellement devraient devenir les nouvelles politiques culturelles, enfin les nouvelles actions culturelles. Donc effectivement, en gros, les politiques culturelles font partie de celles qui sont le moins définissables a priori et le plus co-construites en acte. Et effectivement, à co-construire tout le temps en acte.
Moi, j'aime toujours dire que la seule ressource inépuisable que je connaisse, c'est les relations entre les gens. C'est les interactions. Et si la culture ne produit pas plus d'interactions, et ne produit pas plus d'interactions d'un autre genre, elle loupe une partie de sa cible. Voilà. Deuxième grande question, c'est la question du où. La question du où, c'est bien sûr, alors on a déjà un peu dévoilé le secret qu'on voulait préserver jusqu'à 12h30, mais c'est que les villes sont en crise, dans une crise qu'elles n'ont jamais connue, qui sont des crises liées à leur prix, qui sont liées à une forme d'urbaphobie latente qui fait que les gens ont de plus en plus de crainte de la ville. C'est très peu étudié, il y a une forme d'obscurantisme des théoriciens de la ville pour ne pas travailler sur ces sujets-là, mais tout ce qu'on mesure et tout ce qu'on enquête atteste de ça. Et la culture dans les villes a été en grande partie déjà privatisée, semi-privatisée ou est en cours de privatisation. Donc on est dans un dispositif qui est extrêmement coincé et bloqué. Et c'est pour ça que moi je suis très optimiste pour les départements, parce que les départements où vous n'êtes pas vraiment attendus sur les questions urbaines, malheureusement en tout cas, en France. Excusez-moi de généraliser pour ceux qui viennent des territoires très urbains et des départements très urbains. Mais globalement, ce n'est pas là-dessus que vous êtes attendus, notamment parce que les métropoles vont vous prendre vos compétences. Enfin, les métropoles, c'est des départements qui s'ignorent, hein, de mon point de vue. Et c'est des départements qui devraient effectivement intégrer la question sociale dans d'autres choses. Eh bien voilà, ça veut dire qu'il ne reste plus que les territoires ruraux. Mais ce n'est pas pour faire de la ruralité. Pour moi, la question rurale, c'est réinventer la ville et refournir des solutions qui vont ensuite, après, générer quelque chose dans les villes. Et une des enquêtes les plus extraordinaires que je trouve, moi, actuellement dans les villes, c'est quand on enquête anthropologiquement sur les villes, les urbains veulent des villages, veulent des places de village, veulent de la culture villageoise. Donc pour moi, quelque chose devra se réinventer de la part de la petite dimension, si le rural c'est ça, des petites interactions au sens en quantité et en nombre, pour aller venir ensemencer les villes dans leur crise de la pensée urbaine et de ce qu'il faudrait faire pour l'aménager un peu mieux. Voilà, donc en gros, ne pas trop compter sur des territoires déjà connus, mais en créer d'autres. Créons toujours d'autres territoires, d'autres formes territoriales. C'est le seul moyen pour qu'on ait, de mon point de vue, d'attraper des nouveaux besoins, des nouvelles exigences et des nouveaux espoirs. Comment on fait ça? Alors moi, je crois beaucoup à la théorie des communs. La théorie des communs est très simple à résumer. C'est l'idée qu'on va préserver quelque chose dont on tire un intérêt et que le monde privé ou que les logiques privées ne peuvent pas maintenir, ne peuvent pas préserver, et que le public considère trop cher de préserver. Et pour moi, le commun, c'est donc un troisième secteur, donc je m'inspire vraiment là beaucoup de Dardot et Laval, ou du mouvement qu'on appelle municipalisme. C'est pour ça que je crois qu'en ce moment est en train de se passer en France quelque chose d'assez impressionnant, qui est que le communalisme ou le municipalisme est en train de déborder sa frange qui était très radicale jusqu'à il n'y a pas très longtemps, est en train de conquérir beaucoup de choses. Parce que la commune bénéficie de 68% d'opinion favorable, et donc c'est là où il faut aller investir. Et qu'est-ce que c'est que le communalisme? C'est dire, bon, la puissance publique n'est plus capable de faire toute une série de dépenses, le privé ne veut plus y aller, eh bien faisons-le gratuitement. Démarchandisation de la culture, ça veut dire comptons sur le fait qu'il y a des gens qui ont envie de culture et qui peut-être sont capables d'investir de la place, parce qu'ils ont une grange, du temps, peut-être un peu d'épargne, de telle manière à ce que peut-être, par exemple, les producteurs de la culture de demain seraient en mode coopératif, sans rendement et sans nécessité de retour sur investissement, parce qu'ils veulent qu'une parole nouvelle soit produite par la culture, et c'est de ça dont ils seront récompensés. Donc pour moi, la question des communs, elle est actuellement bouillonnante, pas les biens communs, hein, parce que les biens communs, le problème, c'est que c'est une théorie qui dit qu'il existe quelque chose, une grandeur qui s'impose à nous. L'air doit être un bien commun à tous. Ça, ok, ça existe, les biens communs. Moi, ce dont je vous parle, c'est des communs, c'est des choses que l'on crée et que l'on maintient et on s'investit. Donc les communs produisent des acteurs. Les communs produisent du besoin d'agir. Et la territorialisation, ça produit des acteurs qui ont besoin d'agir et qui ont besoin de préserver ce sur quoi ils ont agi. Donc les communs territoriaux, de mon point de vue, ont un bel avenir devant eux, d'autant plus que le public n'arrivera pas à les financer directement, mais que le public a tout intérêt à ce qu'ils s'épanouissent, parce que ça coûte beaucoup moins cher que n'importe quel autre système. Alors bien sûr, le privé va réagir, bien sûr, le marché va décider, à un moment donné, va peut-être imposer des lois ou chercher à ce que, d'un point de vue de la législation, on empêche que les communs territoriaux s'épanouissent, mais pour moi, ils sont une grande, enfin, dans le futur, c'est une grande promesse, notamment pour votre réseau. Et je termine en disant qu'on a beaucoup parlé de liberté, notamment de création, d'expression, d'opinion, bien sûr. C'est au cœur de la question culturelle.
On a beaucoup parlé d'égalité et de lutte contre les inégalités. Donc, il me semble qu'il nous reste plus qu'un terme, qui est la fraternité. En tout cas, il y a de la solidarité. Il y a un besoin, effectivement, de produire quelque chose qui relève de l'argument solidaire, qui peut-être va faire un peu baisser la question des égalités, peut-être un peu diminuer la question de la liberté, mais c'est peut-être un rééquilibrage dont on a besoin et dont les politiques culturelles, peut-être, pourraient se charger. Voilà. Merci beaucoup. Fraternité et sororité. Bien sûr. Bien, merci Romain. Alors, il y a aussi des acteurs actifs dans la salle qui ont posé des questions que Cédric est en train de... il a l'air un peu en difficulté, vu le geste, pour synthétiser tout ça. Alors, on a un petit peu de temps, mais il faudra absolument qu'on quitte cette salle dans 5 minutes. Tu as 4 minutes 30. Ouais, alors attendez, histoire de bien me... Non, il y a eu 7 contributions, 8 contributions, je pense, en tout et pour tout. Il y a déjà un commentaire. Les inégalités socio-économiques développées dans la première table ronde existent aussi face à l'impôt, avec une contribution proportionnellement plus faible des plus aisés. Ce n'est pas neutre sur la perte de recettes publiques. Donc, ça a eu 3 votes là-dessus. Ensuite, je vais lire uniquement, puisqu'on a toujours cette problématique de temps, 2 questions. La première adressée à Romain, qui a recueilli 3 votes. Comment faut-il penser à pérenniser ou renouveler et réviser ces nouvelles politiques territoriales? On parle de l'exemple de la Meurthe-et-Moselle. Et je vais lire la seconde question. Les politiques et compétences obligatoires, telles que le social, ont bien une dimension et une essence culturelle. Comment les valoriser? Comment élargir le spectre de la dimension culturelle dans l'ensemble des politiques publiques et donc leur contribution financière? 3 votes. Voilà. Je vais peut-être m'en arrêter là. Il y a d'autres questions qui ont plusieurs votes, 2 votes, mais là, on va se concentrer peut-être là-dessus. Et je vous laisse peut-être clôturer, faire la transition vers les ateliers de cet après-midi. Bien, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose sur cette question, enfin sur la transversalité. Tu as un peu évoqué des exemples qui montraient qu'il y a des moments où il y a un tel attachement à un territoire que toute une catégorie d'acteurs, enfin toute une série de catégories d'acteurs arrivent à s'emparer de ces projets, qu'ils soient acteurs culturels, artistes ou qu'ils relèvent d'autres domaines d'activité, parce qu'il y a un attachement, il y a un enjeu à un territoire, donc ça se fait aujourd'hui. C'est peut-être aussi une des vertus des moments de crise qu'on sort des découpages sectoriels habituels, et peut-être une crise pas encore assez ressentie pour que ce découpage reste encore très, très vivant parfois. Enfin, je ne sais pas ce que vous voulez rajouter. Oui. Oui, bien sûr, les politiques sociales des départements, par exemple, sont truffées d'interventions culturelles. Et effectivement, quand on est capable de, je sais pas, pour produire du rire dans un hôpital psychiatrique ou intervenir de manière exigeante culturellement parlant dans un EHPAD, qu'est-ce qu'on fait? On fait des politiques sociales ou on fait de la culture? Et bien sûr qu'il y a potentiellement un très grand nombre de ressources. Voilà, moi, sur la question d'aménagement, c'est absolument incroyable la quantité de regard, d'attention que l'on porte quand on est en train d'équiper. Quand on fait une route, on fait un bâtiment, on creuse quelque chose, on met des balustrades, et puis c'est une boîte noire. Bien sûr que là, il y a de la culture potentiellement. Et il y a de la culture partout qui pourrait être potentiellement payée par des secteurs de l'action publique qui ne seront pas trop touchés par la pseudo-grande crise dite de la dette, qui à mon avis n'en est peut-être pas une, mais c'est une question. Donc voilà, en gros, aller chercher là où il y a de l'argent et glisser, non pas le mot culture, parce que ça ne sera pas acheté, entre guillemets, mais régler leurs problèmes avec nos solutions culturelles, ben là, oui, effectivement, ça produit une grande diversification, peut-être des nouveaux métiers de la dépense publique globalement. Réjeanne, un dernier mot? Oui, moi je voulais peut-être plus sur cette question-là, peut-être si vous aviez envie de dire un mot sur comment on essaie d'infuser une dimension culturelle ou la notion de droit culturel au niveau des différentes politiques, puisqu'on est dans la Manche quand même. Je ne sais pas s'il y aura le temps de prendre la parole. Non, mais dans les grandes lignes, non, il n'y aura peut-être pas. Mais c'était en tout cas pour dire que c'était peut-être plus un département qui est déjà dans ces démarches-là que de répondre à cette place. En fait. Bon. C'était une proposition. Hein. Bien, merci encore à vous trois. Désolé pour ce temps assez contraint. Il n'y a pas une question. Alors,
Alors peut-être que tout à l'heure, il y aura donc trois ateliers, dont un atelier sur les financements, et ce sera l'occasion d'approfondir à la fois peut-être le diagnostic et les perspectives d'avenir. Mais on aura aussi un atelier sur les compétences. Alors on sait maintenant qu'il faut s'en méfier parce que des compétences de plus peuvent signifier aussi des charges de plus dans un contexte qui n'est pas très favorable à cela. Et puis il y aura un atelier sur la gouvernance, puisqu'on a souvent évoqué ce matin, dans les deux parties de cette plénière, que la démocratie avait peut-être besoin de se réinventer et qu'on invente de nouvelles façons de gouverner ou de se gouverner, pour reprendre le cas des communs qu'évoquait Romain à l'instant. Voilà, merci à toutes et à tous. Et maintenant, donc, dirigeons-nous vers le 8000.